أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وهو المعين وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. Alors pour la discussion de ce soir, nous allons ouvrir une parenthèse par rapport à l'étude du Nahj al-Balagha et ce soir et le soir du 21 Ramadan ou la veille du 21 Ramadan, nous allons parler des bases pour la compréhension de la conduite ou de la gestion politique de l'imam Ali ibn Abi Talib, Amir al-Mu'minin alayhi salam. Pour ce soir, nous allons commencer par une introduction. Ensuite, nous allons émettre la problématique à travers une série de questionnements. Et ensuite, pour la nuit et la veille du 21 Ramadan, nous allons aborder cette partie qui concerne les bases de la compréhension de la politique de l'imam Ali alayhi salam. Donc, cette discussion aura lieu en deux parties et la séance de questions et des réponses ou des éléments de réponse sera réservée pour la seconde partie. Commençons par l'introduction et un rappel historique. Alors, ceux qui sont présents durant cette session, normalement, ont participé à la série de 5 cours concernant le rappel historique des débuts de l'islam au martyre de l'imam. Donc, je ne vais pas reprendre ce rappel, puisque nous l'avons vu en détail, et pour que nous ne tardons pas plus sur l'explication. Mais il faut se rappeler que concernant la vie politique de l'imam Ali alayhi salam, il y a eu plusieurs événements, faits marquants. Le fait marquant qui donnera une tournure tout à fait différente à l'histoire de l'islam après le décès du prophète, c'est l'événement de Saqifa, surtout selon le regard des chiites. Ensuite, il y a l'événement de la Shura, du conseil des 6 membres après la mort de Omar ibn al-Khattab, le second calife, qui va désigner 6 membres et va obliger ces 6 membres à désigner un calife parmi eux sous la menace de se faire tuer. Et donc l'imam Ali alayhi salam fait partie de ce conseil et au bout de ce conseil, c'est Othman ibn Affan qui va être élu et nommé. Ensuite, on sait très bien comment s'est déroulée l'histoire puisque ces derniers jours, nous en avons beaucoup parlé concernant le califat de Othman et les débuts du califat de l'imam Ali alayhi salam et les 5 ans, un peu moins de 5 ans du califat de l'imam Ali alayhi salam vont être très difficiles puisqu'il va vivre des événements d'une grave ampleur ou d'une gravité très intense avec 3 batailles, dont la bataille de Siffin qui va laisser énormément de traces. Autre point concernant l'introduction, c'est que l'imam Ali alayhi salam est sans aucun doute une des grandes personnalités de l'histoire de l'islam, si ce n'est de l'histoire de l'humanité, en tout cas selon le regard chiite. Et lorsqu'on étudie la vie des grands hommes, on se rend compte que ces grands hommes, que ce soit dans l'islam ou ailleurs, dans n'importe quelle civilisation, ils ont des aspects multiples dans leur vie. Ils sont en général précurseurs, ils ont de l'avance par rapport aux autres dans leurs idées, dans leurs orientations, dans leurs paroles, dans leurs écrits. Ils ont souvent des idées ingénieuses qui dépassent tout le monde et d'ailleurs, ils sont souvent incompris dans leur époque. Ils accompagnent ou ils accomplissent des actions extraordinaires, mais souvent, elles ne sont pas jugées telles. Et lorsqu'on étudie la vie de ces grands hommes, on se rend aussi compte qu'il y a des aspects qui sont très flous, des positions ambiguës qui sont perçues de la part de ceux qui étudient leur vie.
On se pose aussi, ou on peut se poser des questions sur leurs décisions, sur leur position, parce qu'elles sont, comme je vous l'ai dit, ambiguës, floues, qui suscitent des questionnements qui paraissent même problématiques. Et c'est là qu'il faut étudier leur vie avec certains détails. Il faut essayer de retirer les bases et leurs principes sur lesquels ils fonctionnaient afin d'avoir une lecture plus juste des événements et une lecture plus juste par rapport à la personnalité de cet homme pour ne pas se tromper dans l'analyse. Et c'est là que nous concernant, nous allons parler de l'imam Ali alayhi salam ce soir et de sa conduite politique. Nous allons essayer de poser ou d'émettre des problématiques, de soulever des questionnements concernant certaines de ses décisions, certaines de ses positions. Et ensuite, on va essayer de retirer les bases pour comprendre pourquoi l'imam Ali alayhi salam agissait ainsi et se conduisait ainsi dans sa politique. Alors, l'analyse que je vais vous présenter, elle nous vient de Cheikh Mahdi Mahrizi, qui est un chercheur reconnu, qui a une on va dire, longue et grande expérience dans l'étude des hadiths. Il travaille et collabore intensément avec Dar al-Hadith, l'organisme Dar al-Hadith, qui est un très très grand organisme en Iran et à Qom, sous la direction de Ray Shahri, Sheikh Ray Shahri, qui est aussi très connu en Iran. Et donc, que ce soit au niveau de l'introduction ou des questionnements et même de l'analyse, le contenu a été retiré de son article. Donc, j'aimerais être clair concernant la source des informations. Alors, Cheikh Mahdi Mahrizi nous propose tout d'abord une série de questionnements. Et donc, pour ce soir, nous allons les faire part et on s'arrêtera à la fin de ces questionnements. Donc, automatiquement, nous n'apporterons pas de réponse pour ce soir et la suite nous viendra, Inch'Allah, dans 2 jours. Le premier point qui suscite le questionnement, c'est que l'imam Ali alayhi salam, après le décès du prophète et les événements de Saqifa, s'est muré dans le silence. Il s'est isolé. Certes, il y a eu tous les événements qui se sont suivis après Saqifa et la prise du califat par Abu Bakr. Il y a eu le décès et le martyre de son épouse et de la fille du prophète, Sayyida Fatima salamullahi alayha. Il y a eu l'oppression qu'il a dû vivre durant cette période. Ça a duré facile 6 à 8 mois et durant laquelle il a essayé de manifester son droit qui a été usurpé, selon lui, par le pouvoir en place. Mais une fois que les événements se sont tassés, les événements se sont calmés, l'imam Ali alayhi salam s'est complètement isolé, voire retiré de la vie politique et sociale dans la société islamique. Et c'est là qu'on se pose des questions, c'est que l'imam alayhi salam n'avait-il pas le rôle, malgré le fait qu'il n'avait pas d'autorité et qu'il n'avait pas de pouvoir, de faire face aux déviations qui étaient en train de voir jour dans la société musulmane. Et donc, Mahdi Mahrizi se pose cette question, comment se fait-il que l'imam alayhi salam, en se retirant, mais tout en étant témoin des déviations, de la subversion dans la société islamique, ne luttait pas contre celle-ci, ne prenait pas de mesures pour faire face à cette nouvelle orientation qui voyait jour. Nous avons ensuite d'autres questionnements concernant le talent et l'habileté politique de l'imam Ali alayhi salam. Tout d'abord, nous avons un témoignage de Ibn Abil Hadid. Ibn Abil Hadid, c'est ce savant sunnite
connu pour son commentaire du Nahjul Balagha, on l'a plusieurs fois cité, il rapporte cette idée qui apparaît dans l'esprit de certains que l'imam Ali alayhi salam n'avait pas de vertu politique et que finalement l'imam Ali alayhi salam n'était pas un bon politicien par rapport aux autres califes, surtout Omar. Okay? Donc ceux qui étudient l'histoire de l'islam, ils prétendent, ils disent que Omar était bien meilleur politicien que l'imam Ali alayhi salam, malgré le fait que l'imam Ali alayhi salam était très savant, c'était la porte du savoir. Donc, on reconnaît tous ses qualités d'érudit, mais ses qualités de gestionnaire et de politicien sont remises en question par beaucoup. D'ailleurs, certains disent, et ils ne le sont pas moindres, que Muawiyah était aussi meilleur politicien que l'imam Ali alayhi salam. Il était beaucoup plus habile à jouer avec les différents jeux politiques, à utiliser les leviers qui étaient en sa possession. Et Muawiyah était extrêmement pragmatique pour arriver à ses fins. Et l'imam Ali alayhi salam n'avait pas, selon cette allégation, n'était pas habile tel que l'était Muawiyah ou Omar. Mais Ibn Abi al-Hadid, au-delà des questionnements, nous essaye d'apporter quelques allusions et nous dit que non, selon moi, l'imam Ali alayhi salam était tout à fait habile en politique et que sa gouvernance était bonne. En tout cas, nous allons poursuivre ce début de réponse où nous allons voir les différentes bases pour comprendre ces décisions et ces positions de l'imam Ali alayhi salam. Avançons. Nous avons maintenant un témoignage de Sayyid Shahid Mohammad Baqir al-Sadr, où dans ses écrits, il fait part de certains questionnements, toujours concernant le talent et l'habileté politique de l'imam Ali alayhi salam. Et donc, lui-même, il dit que les questions peuvent être posées. Les questions ne sont pas illégitimes, puisque ce que nous comprenons de l'histoire est quand même ambigu concernant la politique menée par l'imam Ali alayhi salam. Tout d'abord, pourquoi l'imam Ali alayhi salam n'a-t-il pas toléré les gouverneurs corrompus installés à l'époque de Osman en attendant que la situation politique se stabilise? En effet, on a vu ces derniers jours qu'à l'époque de Osman, ce dernier avait donné des privilèges, des pouvoirs à ses cousins et les avait établis en tant que gouverneurs, en tant que responsables très haut placés dans les différentes contrées, dans les territoires musulmans et islamiques. Et donc, l'imam Ali alayhi salam, lorsqu'il a pris le pouvoir après cet assassinat de Osman, qui est un événement tragique et que l'imam alayhi salam voulait éviter, on l'a vu hier, on se demande pourquoi l'imam Ali alayhi salam n'a pas voulu stabiliser tout d'abord la société en maintenant ces gouverneurs corrompus avant de trouver une solution, et ensuite il aurait petit à petit mis en place les réformes et aurait démis de leurs fonctions ces gouverneurs corrompus. Une autre question, une autre problématique. Shahid Mohammad Baqir al-Sadr, selon le rapport de Sheikh Mahdi Mahrizi, nous dit que certaines positions de l'imam alayhi salam nous montrent même une forme de faiblesse politique. Que l'imam alayhi salam serait un politicien maladroit. Et selon cette vision, l'imam alayhi salam a certes d'énormes qualités. Il n'y a pas de doute que c'est un homme de bataille. Il est extrêmement fort et courageux sur le front, dans le champ de bataille. Mais au niveau de la politique, ce n'est pas son terrain de prédilection. Il donne deux exemples. Le premier exemple, c'est que lorsque l'imam alayhi salam a été introduit dans la Shura parmi les 6 personnes désignées par Omar,
on pourrait analyser et se dire que l'imam, finalement, ne se distinguait pas des autres sur le plan politique. C'est-à-dire qu'il était en rivalité au niveau de ses compétences politiques avec les autres nominés, qui étaient donc Othman ibn Affan, Abdurrahman ibn Auf, Saad ibn Abi Waqqas, Talha ibn Ubaydullah et Az-Zubayr ibn al-Awwam. Et donc, c'est un exemple qui pourrait soutenir les questionnements qui ont été soulevés. Un autre exemple. Pourquoi l'imam alayhi salam a voulu insister autant pour destituer et démettre Muawiyah de ses fonctions tout de suite après son élection? D'ailleurs, dans les cours précédents, nous avons vu les passages du Nahj al-Balagha où l'imam alayhi salam, après être nommé calife, a envoyé une lettre à Muawiyah lui demandant de prendre le serment d'allégeance des gens de Cham, et lui-même et ses proches collaborateurs devaient tout de suite venir à Médine afin de prêter serment d'allégeance à l'imam Ali alayhi salam. Et donc, on pourrait se demander si l'imam alayhi salam avait tout d'abord stabilisé son pouvoir, aurait pu maintenir Muawiyah sans le soutenir, sans montrer une confiance à Muawiyah, mais aurait pu jouer avec une bonne dose de pragmatisme et aller vers quoi son objectif politique le poussait. Troisième questionnement qui apparaît dans l'esprit, c'est que nous voyons dans l'histoire la nomination d'administrateurs, de responsables haut placés qui vont devenir des traîtres et qui semblent être inappropriés pour jouer ce rôle. Donc, il y a eu des nominations de la part de l'imam Ali alayhi salam qui suscitent des questionnements. Tout d'abord, Ziyad ibn Abi. Ziyad ibn Abi, donc vous voyez même le nom, Ziyad ibn Abi. Ziyad, le fils de son père. Puisqu'il y a divergence sur son père, sa mère était connue comme étant une débauchée, et donc on ne sait pas exactement qui était son père. D'ailleurs, Muawiyah va revendiquer qu'il est le demi-frère de Ziyad ibn Abi et que c'est Abu Sufyan qui est son père. Ziyad ibn Abi, savez-vous qui est-ce? C'est le père de Ubaydullah ibn Ziyad, celui qui a joué un rôle d'assassin contre l'imam Hussein alayhi salam et contre le fils de l'imam Ali alayhi salam. Mundhir ibn al-Jarud, lui aussi, il va être donc, il est nommé gouverneur et haut responsable dans la province de l'Iran, au Fars, par l'imam Ali alayhi salam. Il va détourner et abuser du trésor public. Il va voler de l'argent pour ses biens, pour son enrichissement personnel, pour sa tribu. Et l'imam alayhi salam va finir par apprendre cette trahison. Nu'man ibn Ajlan a été nommé gouverneur de Bahreïn par l'imam Ali alayhi salam, et ce dernier, de la même façon que son prédécesseur, que le précédent que j'ai cité, Mundhir ibn al-Jarud, va détourner de l'argent, enrichissement personnel, abus de pouvoir, et lorsque il se fait, ce détournement se fait savoir par l'imam Ali alayhi salam, il va se mettre en route pour Cham et se mettre sous la protection de Muawiyah. Et de l'autre côté, nous voyons qu'il y a des nominations qui ne semblent pas appropriées, puisque Ubaydullah ibn Abbas, le frère de Abdullah ibn Abbas, donc cousin de l'imam Ali alayhi salam, alors qu'il n'a pas d'expérience, est nommé en tant que gouverneur et haut responsable ou administrateur. Nous avons même des témoignages dans le Nahj al-Balagha que l'on va lire rapidement concernant ces formes de traîtrise que l'on peut comprendre dans ces textes. Tout d'abord, nous avons une lettre adressée par l'imam à Othman ibn Hunayf al-Ansari, qui est un administrateur proche de
l'imam, et qui est son gouverneur à Basra. L'imam apprend que Osman ibn Hunayf a été invité par des habitants de Basra, par des notables, à un banquet et que ce dernier s'y est rendu. Et donc l'imam s'adresse à lui et lui dit « Ibn Hunayf, j'ai été informé qu'un jeune homme de Basra t'a invité à une fête et que tu as couru sur l'occasion. Des mets de différentes couleurs avaient été choisis pour toi et de grands bols t'ont été offerts. Je n'avais jamais pensé que tu accepterais la fête d'une population qui repousse les mendiants et invite les riches. Fais attention aux bouchées que tu prends. Délaisse ce sur quoi tu as un doute et prends ce dont tu es sûr du caractère licite. » Donc on voit que Osman ibn Hunayf commet des erreurs. Nous avons cette lettre adressée à Al-Mundhir ibn al-Jarud al-Abdi. Et donc, c'est dit clairement dans le Nahj al-Balagha que ce dernier l'avait trahi sur certaines choses dont il lui avait donné la charge. L'extrait que je vous lis, « Mais si tes actions correspondent bien aux informations qui me sont parvenues à ton sujet, donc l'imam a appris ces détournements de fonds, alors tu n'abandonnes pas la voie de tes passions, c'est-à-dire tu restes dans tes bêtises et dans le suivi de tes passions, et tu ne retiens aucune provision pour ta vie dans l'au-delà. » Donc on voit l'imam admonesté Ibn Mundhir, ou Al-Mundhir ibn al-Jarud. « Tu construis ce monde en ruinant ta vie à venir, et tu rejoins ta tribu te coupant de ta religion. Si ce qui m'est parvenu à ton sujet est correct, alors le chameau de ta famille et la lanière de ton soulier sont meilleurs que toi. » Donc on voit que l'imam alayhi salam est très en colère et que son administrateur lui a trahi. L'a trahi, pardon. Dans la lettre 42, on voit qu'il va nommer Nu'man ibn Ajlan al-Zuraqi en tant que gouverneur de Bahreïn en destituant Omar ibn Abi Salama al-Makhzoumi, qui est quelqu'un de bien. Et d'ailleurs, l'imam lui-même dit que tu es quelqu'un de bien. Dans la lettre, vous pourrez le lire. Mais il va nommer Nu'man ibn Ajlan qui va le trahir et l'abandonner pour rejoindre Cham. Enfin, nous retrouvons encore un témoignage qui va dans ce sens où l'imam alayhi salam s'adresse à un de ses officiers, où il dit, en fait, j'ai été informé d'une chose à ton sujet. Si tu l'as faite, alors tu as mis ton Seigneur en colère, désobéi à ton imam et trahi ce qui a été confié, ce qui t'a été confié. J'ai été informé que tu as rasé la terre et retiré ce qui se trouvait sous les pieds et dévoré tout ce qui se trouvait entre tes mains. Donc, une expression pour dire que cet officier avait détourné de l'argent, avait abusé des biens publics et du trésor public. Envoie-moi tes comptes et sache que les comptes à rendre auprès d'Allah seront plus sévères que ceux rendus auprès des gens. Salutations. Donc, on voit dans ces exemples que l'imam nommait des personnes qui vont finir par le trahir. N'est-ce pas un manque d'habileté politique tel que nous fait part Shahid Mohammed Baqir al-Sadr dans les questionnements qu'il soulève? Enfin, dernier point concernant ces questionnements soulevés par l'auteur et le chercheur de l'article, où il dit que l'imam alayhi salam va destituer des administrateurs vertueux. Donc d'un côté, il va nommer des administrateurs incompétents ou qui vont le trahir, et de l'autre côté, les administrateurs vertueux vont être mis de côté. Nous avons l'exemple de Abu al-Aswad al-Duwali. Abu al-Aswad al-Duwali est proche de l'imam et il a le poste de juge et les fonctions de juge à Koufa. Okay. Donc, où administre et gouverne l'imam Ali alayhi salam lui-même. Et donc, ce dernier qui est un ami, qui est un proche, un expérimenté, va être destitué par l'imam alayhi salam et ce dernier ne comprend pas. Il va demander à l'imam, mais pourquoi m'as-tu démis de mes fonctions alors que pour moi je n'ai pas fauté, je ne t'ai pas trahi ni trompé.
Entre parenthèses, Abu al-Aswad al-Duwali est celui qui a inventé on va dire, qui a fait évoluer la grammaire arabe en mettant des signes pour distinguer le sujet du complément. Et donc, il a inventé des signaux pour mieux comprendre la langue arabe, et cela derrière les orientations de l'imam Ali alayhi salam. Enfin, comme exemple de destitution d'administrateurs vertueux, nous avons l'exemple de Qais ibn Saad, qui était administrateur et gouverneur en Égypte, à Misr. Ce dernier était, ou semblait être, un brillant politicien, un bon administrateur, était aimé de son entourage, mais l'imam va nommer Mohammed ibn Abi Bakr, qui est encore jeune, qui n'a pas encore cette expérience politique, il est nouveau dans ce domaine. Mais voilà, l'imam va le nommer et va remplacer Saad, Qais ibn Saad. Donc, nous avons une série de questionnements qui ont été soulevés par le chercheur, qui lui aussi s'est appuyé sur d'autres chercheurs comme Shahid Mohamed Baqir al-Sadr, et nous allons essayer d'apporter des jalons, des bases pour comprendre pourquoi l'imam Ali alayhi salam s'est conduit de la sorte dans sa politique. Qu'est-ce qui l'a mené à prendre ce type de décision? Peut-être que nous aurons des réponses et des éléments de réponse à travers les bases que nous a fait part ce chercheur Mahdi Mahrizi. Donc, Inch'Allah, on continue cette discussion la prochaine fois. À savoir que demain soir, nous n'aurons pas de discussion ou d'étude du Nahjul Balagha, puisqu'il y a une conférence avec Mahfil et Zainab entre 18h et 19h de la France. Donc, nous allons parler généralement du Nahjul Balagha et de voix de l'éloquence. Et Inch'Allah, on se retrouve après-demain pour la suite de la discussion de ce soir. Wa sallallahu ala Muhammad wa ali Muhammad. Nous allons maintenant passer à la commémoration et à l'hommage à l'imam Ali alayhi salam par la récitation d'un poème et d'un chant élégiaque par Adil Ali Mamad. Sallallahu alayka ya Abal Hassan, sallallahu alayka ya Amir al-Mu'minin, sallallahu alayka ya Ali ibn Abi Talib. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad.